on va ouvrir un chapitre avec un témoignage en direct sur Europe 1. Accrochez-vous. Il est 11h53. Nous accueillons Majid Oukacha. Majid Oukacha, enfant musulman élevé dans la France d'aujourd'hui, ose enfin raconter ce qu'il détestait dans l'islam de son enfance. Un témoignage cru, intime, libérateur. Il sort son livre qui est sorti hier. Quitter l'islam, c'est risquer sa vie, sa famille, sa sécurité. Pourtant, il parle. Pour tous ceux qui étouffent en silence, son courage rappelle une vérité oubliée. La liberté de conscience n'a pas de prix. Honneur à ceux qui osent dire non. Bonjour Majid Oukacha, merci infiniment d'être dans le studio d'Europe 1 avec nous. Votre livre s'intitule « Ce que je détestais dans l'islam quand j'étais musulman ». Pourquoi avoir écrit ce livre ? Bonjour et merci de me recevoir, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, je suis Majid Oukacha, je suis un Français d'origine algérienne, je suis né, j'ai grandi en France et j'ai été musulman toute mon enfance de 0 à 18 ans. Et quand j'ai quitté l'islam, au début de l'âge adulte, je me suis rendu compte d'un truc, une chose. En fait, je ne pouvais pas l'annoncer publiquement. Je ne pouvais pas l'annoncer publiquement dans la France du XXIe siècle, la France européenne, la France des Lumières, à passer chrétien et pays laïque dorénavant. Je ne pouvais pas l'annoncer. Oui, sur le papier dans les lois, il y a écrit « tu as le droit de croire en ce que tu veux, cesser de croire en ce que tu veux ». Oui, dans les lois. Mais dans la réalité, les ex-musulmans en général en France, la plupart du temps, et même un peu partout dans le monde, en fait, c'est l'omerta. On vit un peu en secret, on ne peut pas le dire à sa communauté, sa famille, etc. Parce que n'importe quel collégien qui oserait le dire risquerait du harcèlement scolaire. Même une fois adulte, on passe pour le traître, le débauché, et c'est complètement anormal. Pour moi, c'est anormal avec l'idée que je me fais de la France. Et donc, j'ai commencé mon militantisme il y a 10 ans. Parce que, effectivement, je trouvais anormal qu'en France, il y ait ce climat un peu de peur sur l'islam, qui vous extrême droitise d'ailleurs, intellectuellement, socialement, médiatiquement, si vous avez envie de critiquer l'islam, alors que c'est juste une critique intellectuelle simplement dans l'absolu. Et moi, j'ai essayé de remplir un vide dans l'agora politique et médiatique d'Internet et des médias. Ça n'existait pas trop vraiment la critique de l'islam, parce que c'est une religion qui fait peur, parce qu'encore une fois, ça vous extrême droitise. Et dans ce nouveau livre, complémentaire à mes précédents ouvrages, c'est vrai que j'ai fait un truc un petit peu différent, j'ai parlé sous un angle un peu différent. En fait, mes précédents ouvrages font une critique théorique des versets du Coran, dans le but de démontrer effectivement que l'idéologie, l'islam est vraiment incompatible avec nos lois, nos modes de vie occidentaux. Mais dans ce livre, j'ai voulu raconter effectivement mon parcours psychologique vraiment d'enfant dans l'islam, tiraillé entre deux cultures totalement contradictoires, la culture occidentale et la culture islamique. Le parcours du discernement, on peut dire ça comme ça. Majid Oukacha est avec nous dans le studio d'Europe 1. Voilà le livre que je tiens en main pour ceux qui regardent Europe1.fr, bien sûr l'application « Ce que je détestais dans l'islam ». Ce livre est sorti hier, il est tout chaud, il sort de l'imprimerie et c'est très important de discuter avec vous. Appelez-nous au standard d'Europe 1 si vous voulez lui poser des questions. Majid Oukacha est menacé de mort, mais il ose parler de ce discernement, il ose parler de ce regard qu'il porte sur l'islam avec des mots crus, simples, justes et puissants. On marque une pause, on revient. Si vous nous rejoignez à l'instant, il est 12h03 sur Europe 1. Peut-être que vous conduisez, peut-être que vous cuisinez, peut-être que vous dormez. Non, réveillez-vous, tout se passe à déjeuner la sieste. À 12h03 sur Europe 1. Nous sommes en plein témoignage puissant. Restez vraiment à l'écoute. Dans un instant, nous allons parler des catholiques qui ont appelé à venir protester, non pas pour crier, non pas pour taper, non pas avec des couteaux, non pas avec des poignards, non pas avec des battes de baseball, mais avec des chapelets, pour protester contre les vitraux contemporains de Notre-Dame de Paris. Êtes-vous favorable à la pose de ces vitraux contemporains de Notre-Dame de Paris? Rappelons-nous qu'ils n'ont pas brûlé pendant la tragédie du 15 avril 2019, mais ils sont retirés, ils sont changés par Emmanuel Macron. Appelez-nous dès maintenant au standard d'Europe 1 pour pouvoir réagir. On parlera aussi avec François Bousquet du racisme anti-blanc. Il n'y avait quasiment que des blancs. Les propos du député LFI Thomas Porte scandalisent le monde du rugby. Intervenez dans cette dernière heure d'émission. On attend vos appels 01 80 20 39 21. On vous donne la parole jusqu'à 13h sur Europe 1. Il est midi 4. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Avant d'avoir
Gérard qui nous appelle de Normandie pour pouvoir parler à Majid Oukacha et saluer son courage. J'aimerais encore, voilà, vous venez de planter le décor sur la raison pour laquelle vous avez créé ce livre, Majid Oukacha, écrivain, youtubeur, votre livre « Ce que je détestais dans l'islam quand j'étais musulman ». Alors vous racontiez pourquoi vous avez choisi aujourd'hui de délaisser l'analyse théologique pour raconter votre propre enfance lorsque vous étiez musulman. Racontez-nous, parlez-nous de cette enfance. Effectivement, j'ai grandi tiraillé entre deux cultures, tiraillé entre les libertés occidentales et les interdits islamiques, tiraillé entre le discours de l'école publique française qui m'a transmis des valeurs et le discours de la mosquée qui me transmettait des valeurs totalement inverses. Je faisais donc un grand écart entre deux cultures très contradictoires. Et si, comme la plupart des musulmans dans le monde, au départ, j'ai cru en l'islam par éducation familiale, j'ai quand même eu beaucoup de chance, puisque avant de commencer à mettre un premier pied dans une mosquée pour suivre des cours d'éducation religieuse pour enfants... Vous aviez 8 ans. Voilà, c'est ça. Eh bien, durant les 8 premières années de ma vie, effectivement, j'ai eu de la chance parce que je n'ai pratiquement pas eu d'éducation théologique. On m'a pratiquement pas trop parlé des concepts islamiques qui, s'ils étaient rentrés dans cette période de la vie d'un enfant qui fonde les bases de son système moral, m'aurait sans doute rendu plus perméable au futur discours de l'imam de la mosquée qui nous aurait endoctrinés avec les pires valeurs. Mais on ne m'avait jamais parlé d'enfer, ni de paradis, ni même de mécréants. Donc, je n'avais pas l'impression d'être dans un pays assiégé de mécréants, si je puis dire, entouré d'ennemis sur un plan de la croyance, sur un plan théologique. Et donc, je peux vraiment certifier que de 0 à 8 ans, c'est mes excellents professeurs à l'école qui m'ont bien éduqué. C'est aussi ma très bonne éducation familiale qui m'a aussi donné le goût de l'intégration à la France. C'est les livres de sciences à la bibliothèque, c'est beaucoup de choses. Et peut-être qu'aussi j'ai bénéficié d'un facteur que je raconte aussi dans ce livre, c'est que j'ai eu un imam des années 90, ça a vraiment de l'importance, parce qu'en fait j'ai eu un des derniers spécimens d'imam, je crois, qui assumait toutes les horreurs de l'islam. Et du coup, j'ai pu voir le contraste entre ce qui nous enseignait à la mosquée et l'école publique, parce que dans les années 90, c'était avant les attentats du 11 septembre 2001, et cet imam qui venait du Maghreb, il ne se pensait pas, je pense, écouté par les renseignements généraux. C'était également une mosquée, je pense, sans en être sûr, je dirais plutôt informelle, voilà, pas forcément administrativement une véritable mosquée, en tout cas la toute première que j'ai fréquentée. Et cet imam, en fait, il n'y avait pas à l'époque les réseaux sociaux, donc le risque de bad buzz, il n'y avait pas le smartphone qu'on peut dégainer pour filmer ton imam. Sur Europe 1. Et du coup, je pense qu'en fait, il a pu se dire que tout ce qu'il nous racontait dans la mosquée ne sortirait pas publiquement. Et effectivement, il nous a, moi en tout cas, il a alerté mon sens moral et intellectuel occidental que j'avais eu le temps de développer durant les 8 premières années, parce qu'il nous a appris des choses qui m'ont effectivement indigné, et j'ai mis des années à m'en rendre compte. Mais quand vous avez un imam qui vous explique dès le premier jour que tous les loisirs occidentaux que vous avez appris à aimer finalement, que ce soit le cinéma, les peintures, les statues au musée, les dessins d'êtres vivants, les anniversaires, la mixité garçon-fille, tout ça c'est diabolisé dorénavant. C'est horrible pour un enfant, alors que c'est des loisirs universels. La musique, le picturalisme, le dessin. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, Majid Oukacha, avec des enfants, on en parle. Sabrina Medjeber, vous aussi, d'origine algérienne, comme Majid Oukacha, qu'est-ce que ça vous évoque? Je sens que vous avez envie de lui poser des questions. Ensuite, on a Gérard qui nous appelle de Normandie. D'abord, Sabrina Medjeber, vous êtes sur Europe 1. Une similitude, une analogie entre la vie de Majid et la mienne. Ça m'évoque la souffrance de cette espèce de tiraillement du conflit de loyauté. Ça m'évoque la vie aussi dans le cloaque d'un quartier, vis-à-vis justement de cette présomption d'islamité, vis-à-vis de cette patrouille communautaire, vis-à-vis de cette inquisition que tout le monde s'octroie, vis-à-vis du droit de propriété aussi du corps des femmes, cette espèce de coercition visible et invisible en même temps sur la pudeur, la vie de ces jeunes femmes dans les quartiers. Ça m'évoque également la souffrance de ce conflit de loyauté, cette violence surtout, parce que en effet, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de demi-mesure. À partir du moment où vous abandonnez l'islam, vous devenez apostat, vous êtes mort, hein. Vous êtes mort socialement, vous risquez votre vie physiquement. D'ailleurs, j'ai amené un autre livre de Majid Oukacha qu'il a écrit, qui s'appelle Le guide de survie. C'est pour dire à quel point la vie de ces gens est en danger. Vous aviez reçu vous-même, chère Christine, Sonia Zadig, qui a écrit sur les apostats, ces enfants perdus de la République, parce que malheureusement aujourd'hui, dans le pays des Lumières, dans le pays de la liberté de conscience, la mère des libertés, il y a aujourd'hui des ex-musulmans qui se sentent en danger.
et c'est un problème qui n'est pas pris politiquement. Je crois qu'hormis Valérie Boyer, le souci des apostats n'est pas aujourd'hui pris en compte par les politiques. Appelez-nous au standard d'Europe 1 si vous voulez témoigner, partager, interpeller Majid Oukacha ou Sabrina Medjeber au 01 80 20 39 21. Ça y est, je vous ai marié. Gérard, vous nous appelez de Normandie et vous voulez féliciter le courage de Majid Oukacha. C'est cela, Gérard ? Alors exactement. Pour être franc, hier soir, je vous ai écouté, Christine Kelly. Ah, c'est bien de me suivre partout où je passe. J'adore. Oui, en plus, c'est vrai. Et alors, j'ai trouvé ce monsieur extrêmement touchant. Extrêmement touchant. Pourquoi vous l'avez trouvé touchant, Gérard ? Vous voyez, ce que j'aime bien avec Europe 1, c'est qu'au moins je sais ce que pensent les auditeurs. Pour aborder un problème aussi difficile que peut être l'islam, je trouve qu'il a un courage incroyable. Incroyable. Et je le félicite pour autant de courage. Merci, Gérard. Une personne comme cela, je l'accueille vraiment les bras ouverts en France. C'est exactement le genre de personne qu'il nous faut en France. Et vraiment, je m'incline devant une telle personne. Alors, je voudrais dire... Il rougit presque, Majid Oukacha. Non, mais c'est vrai, ça fait plaisir d'entendre à la fois votre témoignage, Gérard, votre réaction, et puis le témoignage de Majid Oukacha, bien sûr. Voilà. Vous disiez, pardon ? Je pense que je suis pas le seul à penser ça. Absolument. Parce qu'on a un rapport, nous, Français, on a un rapport avec l'islam qui n'est pas toujours très, très courageux. Il faut quand même l'avouer. On n'ose pas dire les choses. On nous empêche aussi de dire les choses, parce qu'on est tout de suite attaqué de racisme, de facho, d'extrême droite, d'islamophobe, etc. Alors qu'on dit simplement les choses. Mécréant, l'autre fois j'ai été traité de mécréant, moi traité de mécréant, que si vous me connaissiez, je suis pas du tout quelqu'un qui... Alors, si vous voulez, je voudrais dire ça à ce monsieur, bravo, et je vais peut-être acheter son livre d'ailleurs, parce qu'on doit apprendre beaucoup de choses, et je voudrais donc dire que ça doit être une base de réflexion sur ce qu'est l'islam pour l'avenir. C'est-à-dire que son œuvre est très très importante à mon avis sur le plan du futur. C'est-à-dire que si les gens lisent un bouquin comme ça, eh bien peut-être qu'ils vont se poser des vraies questions. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et une deuxième chose, je vais vous citer une anecdote qui va aller dans le sens de ce qu'a dit monsieur Agik. Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas retenu votre nom. Majid Oukacha. Voilà. Alors, on marque une pause et vous allez nous raconter cette anecdote, mon cher Gérard. Je vais vous la raconter après. Ça m'intéresse. On marque une pause, on revient en direct sur Europe 1 avec Gérard qui raconte son anecdote et avec Majid Oukacha. Exceptionnel témoignage. Vous voyez le livre que je monte sur europe1.fr, Ce que je détestais dans l'islam. Un témoignage très courageux. Et si, comme notre auditeur, vous voulez réagir ou témoigner à l'antenne 01 80 20 39 21, l'appel est non surtaxé. On vous attend. Christine Kelly vous revient dans moins de 2 minutes. À tout de suite. Belle journée à l'écoute d'Europe 1. Gérard qui nous appelle de Normandie, qui félicitait Majid Oukacha pour son livre et son courage, son témoignage, parce qu'il a quitté l'islam. Majid Oukacha qui va nous raconter encore son enfance, il va raconter encore ce livre. Mais d'abord, Gérard, vous avez une anecdote. Oui, alors j'ai une anecdote. Je vais être bref, évidemment, à l'antenne, il faut être bref. J'étais un jour dans un train, peu importe, dans le milieu de la France, et j'expliquais à un collègue, si vous voulez, je dois d'abord dire que je m'intéresse à l'évolution de la planète, c'est-à-dire vous êtes un militant écolo, quoi. Non, je rigole. Non, pas du tout. Moi, j'aime beaucoup Darwin, l'évolution de la planète, l'évolution des gens, et je m'intéresse aussi à ce qui se passe dans l'univers. Et quand on joint les deux choses, j'expliquais tout cela à un collègue qui était à côté de moi, qui n'était pas aussi intéressé que moi. Et alors derrière, il y avait quelqu'un du Maghreb qui a écouté ce que je disais. J'expliquais à mon collègue sur l'évolution, etc. Évidemment, je ne vais pas vous donner un cours à l'antenne. Et alors, à un moment, il y a eu une station, il s'est levé, donc le Maghrébin, il s'est levé, il est venu vers moi. Et il m'a dit, écoutez, monsieur, j'ai entendu ce que vous avez expliqué à votre collègue, eh bien, jamais on m'a expliqué les choses comme ça. Jamais.
Alors je l'ai regardé, j'ai dit ah bon, mais il me dit non, on m'a jamais expliqué les choses comme cela. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression, si vous voulez, que le fait d'expliquer les choses qui sont très concrètes, si vous voulez, hein, c'est les connaissances, c'est pas les croyances, ce sont des connaissances. Voilà, pour faire la différence entre les deux. Eh bien, j'ai l'impression qu'il a ouvert les yeux, et quand il m'a quitté, eh bien, j'ai eu l'impression qu'il allait quand même rechercher quelle était la vérité des choses. Parce que l'islam, en fin de compte, ce n'est que la création de l'homme. Tout simplement, les religions, ce n'est que ça. Enfin, moi, je pense ça. Tout le monde n'est pas obligé de penser ça. Et donc, j'ai l'impression d'avoir ouvert les yeux donc à cette personne qui était très respectable et très sympathique. Merci, mon cher Gérard, de nous avoir appelé de Normandie pour ce livre, pour réagir à ce livre, ce que je détestais dans l'islam. Merci infiniment pour ce témoignage. Comme quoi, comme nous disait Gérard, en direct sur Europe 1, Majid Oukacha, le discernement, la culture, et le surtout savoir. les bonnes rencontres et avoir accès parfois à une information qu'on n'avait pas avant, c'est le point commun de beaucoup d'apostats quand on en discute entre nous. Parfois, c'est des rencontres dans une vie, des discussions, et se mettre à entendre un nouveau point de vue sur la vie qu'on n'avait jamais entendu, et ça alimente notre réflexion, nos doutes. Vous racontez dans ce livre que je tiens en main pour ceux qui regardent sur Europe1.fr et sur l'application, vous racontez votre premier contact à l'âge de 8 ans avec la mosquée dans laquelle on vous a enseigné le total contraire de ce que vous enseignez jusqu'à l'heure à l'école publique et laïque française. À quel point la mosquée était-elle différente de l'école laïque française? Vous avez commencé à nous en parler tout à l'heure. Poursuivons sur ce sujet. Parce que ça a été un choc, un moment structurant et terrible aussi pour vous, presque traumatisant. Oui, bien sûr. Même si c'était quelques heures par semaine au départ parmi d'autres enfants, c'est vrai que la mosquée, je ne m'y sentais pas du tout à l'aise et tant sur le fond que sur la forme, effectivement, rien n'allait pour moi parce que, par exemple, j'avais été habitué avant l'âge de 8 ans au cours de l'école publique française dans laquelle on ne peut pas asséner de vérité comme ça, il faut une démonstration, il faut des preuves, on ne peut pas asséner des vérités comme ça, et quand ensuite je vais à la mosquée et que l'imam nous dit alors tout ce qui est écrit dans ces bouquins c'est la vérité, il n'y a pas à discuter, déjà c'est pas du tout la même approche. Ensuite moi j'avais été habitué quand j'étais enfant, c'était resté dans un peu l'inconscient de ma tête, dans les années 90 c'était très à la mode les reportages sur les sectes. Les reportages sur les sectes, j'en ai regardé tellement, qui nous expliquent que dans une secte, les membres du groupe jugent que l'extérieur est un ennemi. Les membres du groupe font un flicage communautaire sur les individus. Les individus n'ont pas le droit de quitter la secte, sinon ils sont diabolisés. Les individus doivent obéir à des rituels qui paraissent étranges. Les individus ne doivent pas poser trop de questions. Ça m'était un peu resté dans un coin de ma tête et au fur et à mesure des premières semaines à la mosquée, je me rends compte que la mosquée appliquait quasiment ces méthodologies sectaires et moi je faisais un peu de la résistance psychologique et intellectuelle parce que je me rendais bien compte que parmi les autres enfants, ils ne comprenaient pas mes réflexions, ils ne comprenaient pas pourquoi je levais la main plus souvent et je posais des questions pour m'indigner ou être surpris de plein de choses qu'on m'expliquait. J'avais des questions toutes bêtes, mais au bout d'un moment, elles agaçaient même les adultes. Même quand on me dit le pèlerinage à la Mecque, c'est censé être le voyage le plus important de votre vie, il faudra tourner 7 fois autour d'une pierre noire dans le sens inverse des aiguilles du monde. Je dis, qui a décidé 7? Pourquoi pas 6? Pourquoi 8? C'est tout bête, c'est une question parmi tant d'autres, mais c'est pour vous dire, j'avais l'impression, j'enviais presque l'insouciance de tous ces gens autour de moi, enfants ou adultes, qui se posaient pas tant de questions. Et on en ira réalité plus loin parce que tourner 6 ou 7 fois... Chacun a sa foi, moi je respecte les musulmans, chacun a sa foi, etc. On peut croire ou ne pas croire. Mais après, il y a des choses qui sont beaucoup plus graves. Il y a des choses sur la femme dont parlait Sabrina Medjiber qui vous ont choqué, vous. Dites-nous, par exemple. Même justement. moi qui étais un garçon, par exemple, je trouvais effectivement anormal le sort des filles dans l'islam par rapport aux hommes. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, dans les derniers instants de ma foi vacillante juste avant de quitter l'islam au début de l'âge adulte, j'ai eu une conversation avec un imam, le second imam du coup que j'avais connu dans ma vie dans une autre mosquée, et je lui avais dit qu'après avoir étudié tous les textes sacrés, Coran et Hadith, effectivement beaucoup de choses m'ont indigné, et notamment le droit de frapper une épouse désobéissante, c'est dans le Coran, c'est Allah qui l'a voulu, sourate 4, verset 34. Je lui montre ça, je lui dis mais est-ce que c'est vrai? Je voulais une explication pour contredire cet ordre, et en fait il s'attendait pas à ce que je lui parle de ça, et il sait que je suis un homme et il me dit mais tu t'en fiches Majid, t'es un homme, t'es né du bon côté de la barrière. C'est l'image qu'il m'a donnée. Et moi je lui ai répondu
je pense que la femme que j'aurais pu être par le hasard de la naissance, je pense qu'elle s'en ficherait pas en fait. C'était la dernière fois que j'avais parlé effectivement à cet imam. Majid Et Oukacha donc sur c'est Europe 1. grâce à mon éducation occidentale en réalité depuis tout petit, la mixité Bien garçon-fille, sûr. le fait qu'on m'ait pas monté la tête Bien sûr. avec l'idée que je devais tutorer à vie une sœur, une épouse, etc. Vraiment, c'est le bain culturel occidental qui a favorisé ma capacité d'indignation morale. C'est pour ça que plein de gens souvent me disent à travers mes travaux sur ma chaîne YouTube ou dans mes précédents livres, ils me disent « Mais quand tu étais petit, tu étais un enfant surdoué, tu étais un enfant HPI, etc. » Je pense vraiment que les capacités intellectuelles, c'est jusqu'à un certain point, mais en réalité, c'est davantage ma bonne intégration finalement, c'est ce qu'on lit à travers mon livre, ma bonne intégration à la France et à ses valeurs morales tout simplement, qui m'a sans doute davantage donné la capacité psychologique et le courage et la témérité d'affronter l'islam et de quitter cette religion, peut-être plus que des Majid. capacités intellectuelles, je pense. Majid Oukacha, en direct dans le studio d'Europe 1, il est 12h22 pour son livre « Ce que je détestais dans l'islam quand j'étais musulman », page 95. Combien de fois ai-je essayé de parler de mes doutes à des musulmans autour de moi vis-à-vis de tel verset ou tel hadith, en espérant obtenir d'eux un avis, une réflexion, une analyse ou une idée originale. Et combien de fois ai-je reçu la même et sempiternelle réponse agaçante, commençant par « mais le savant un tel a dit ». Cette réponse, qui n'en était pas une, est une autre façon de dire « je ne pense pas ». Je ne pense rien, je me contente de répéter ce qu'un autre pense sur ce sujet vis-à-vis duquel je refuse de réfléchir. Question Majid Oukacha en direct sur Europe 1. C'est un point fascinant de votre livre. C'est en voulant devenir un meilleur musulman que vous avez fini par quitter l'islam. Que s'est-il passé à ce moment de votre vie ? C'était dans la seconde moitié de mon adolescence. C'est vrai que les doutes ne faisaient que s'accumuler dans ma tête et à un moment donné... voilà, dans ma pratique un peu intermittente, j'ai voulu sans doute être un meilleur musulman, plus assidu, plus cohérent, plus pratiquant. Et je me suis davantage plongé dans les textes sacrés de ma religion d'alors et aussi dans le contexte post-11 septembre 2001, puisque du jour au lendemain, la religion islamique, pour beaucoup de jeunes musulmans en France, dont moi à l'époque, c'était devenu la religion violente, la religion, la religion qui fait peur, la religion des terroristes. Et même moi qui n'avais jamais d'habitude de regarder trop l'actualité, je regardais surtout des documentaires à la télé, cette actualité politique s'imposait dans les regards dans la rue, dans les discussions, etc. C'était inévitable. Et en me plongeant davantage dans les textes sacrés islamiques, en essayant de me renseigner davantage sur l'histoire de l'islam, d'un point de vue théologique, d'un point de vue... je me suis rendu compte qu'en réalité, l'islam était encore pire que ce que la rumeur en dit. Une religion violente, liberticide, contraire à tous nos mœurs et toutes nos valeurs occidentales. Et j'ai été cohérent, en fait. Je suis parti d'un principe, je prends tout l'islam ou je rejette tout l'islam. Je ne voulais pas d'islam à la carte. Et c'était hors de question que j'accepte de l'islam que les lois non violentes et que j'écarte d'un revers de la main les lois violentes. Et voilà, ça a été le début de mon apostasie. Majid Oukacha, en direct sur Europe 1, ça a été le début de votre apostasie. Ma foi, page 96, ma foi s'est effondrée à une vitesse vertigineuse lorsque j'ai compris que le pire de l'islam théorique dont les livres s'accordaient parfaitement avec le pire de l'islam dans la pratique au sein des pays islamique. Question pour faire le lien avec notre prochain invité qui est dans le studio d'Europe 1. Je vous prends comme ça, sur le vif, là, Majid Oukacha, vous qui avez écrit donc ce livre que je tiens en main, Ce que je détestais dans l'islam quand j'étais musulman, vous qui êtes menacé de mort et vous faites attention au quotidien. Et j'aimerais savoir un peu votre regard par rapport au racisme anti-blanc. Est-ce que vous pensez que le racisme anti-blanc existe ou pas ? Bien sûr qu'il existe. Il y a des victimes de ce racisme et je ne vais pas faire des contorsions verbales comme font certains en disant « Oh, c'est pas un racisme systémique ». Même un racisme, même de moindre mesure d'un point de vue quantitatif, peut-être par rapport à d'autres types de racisme qui sont davantage médiatisés. À partir du moment où il y a des victimes, j'en ai même vu moi-même dans ma vie, j'en ai entendu également dans ma vie, bien sûr que ça existe. Il faut dénoncer tous les racismes et ne pas être sélectif effectivement. Et même si c'est basé peut-être sur d'autres ressorts, sur d'autres aspects paradigmatiques, en réalité, c'est pas un racisme. Comment vous expliquez qu'on n'en parle pas ? Pourquoi m'expliquer que certains dénient, disent que ça n'existe pas, ce racisme anti-blanc ? En 10 secondes, c'était pas prévu. Je pense que c'est avant tout de la stratégie politique. Peut-être qu'il y a des gens qui ont un intérêt
à agiter des ressorts communautaires dans un but électoral et que ça leur va bien de taper sur des ennemis en permanence, riches contre pauvres, racistes contre victimes du racisme, et dedans ils ne peuvent pas inclure des blancs, j'imagine. Lisez ma chronique du journal du dimanche, le silence imposé sur le fait d'être victime de racisme. Je n'ai pas le droit de le dire. Magic Oukacha, vous avez été exceptionnel.